Tu joues à quoi? Heavy Bullets, c'est un jeu indé édité par Devolver. Édité. Ah, c'est pas un dé alors? Si, c'est un Brésilien qui a développé ça tout seul. Donc il est pas édité? Bah si, par Devolver. Bah alors, c'est pas un dé. Mais si, le mec il est barbu, il a les cheveux longs, la totale. Mais il est pas édité alors? Bon, et c'est quoi pour toi un jeu indé? Bah je sais pas, Splatoon. Bonjour à vous et bienvenue dans Game Next Door. Et comme vous avez lu le titre, vous savez qu'aujourd'hui on va parler des indés. Il n'est pas question aujourd'hui de vous faire un débrief sur l'essor des indés. Ça fait déjà un petit moment que ça dure et on serait un poil à la ramasse s'il s'agissait seulement de vous présenter tel ou tel jeu qui existe ailleurs que sur les têtes de gondole d'Auchan. En revanche, la question de savoir ce qu'est un indé est toujours pertinente, surtout quand on mesure le poids qu'ils ont aujourd'hui dans la production globale de jeux vidéo. On entend par indé ces petits jeux entre guillemets, développés par des studios à taille réduite, eux aussi indépendants. Cette nomination existe en opposition avec les jeux AAA, les blockbusters du jeu vidéo, car les ambitions des indés sont souvent moindres, en termes de graphisme ou de durée de vie, de scénario, etc. En général, il y a des jeux indés avec des très bons scénarios. On a pu voir l'émergence de ces jeux indés grâce à la digitalisation, car c'est bien celle-ci qui a permis à ces jeux d'obtenir une visibilité. Rares sont les indépendants qui sortent au format physique et se retrouvent à côtoyer les FIFA et autres Tomb Raider. Et c'est aussi et surtout en termes de budget qu'on trouve une énorme différence. The Witcher 3 aurait coûté 86 millions d'euros. C'est pas 3 pégus dans une chambre de bonne qui vont allonger ça. Le financement participatif aura aussi eu son rôle à jouer. En effet, de nombreux projets vidéoludiques ont tenté de grappiller quelques roubles pour exister au milieu des salades de pommes de terre géantes et des sacs en bois. Même si peu d'entre eux ont réellement abouti, des jeux comme Wasteland 2 ou Pillars of Eternity ont pu voir le jour grâce à Kickstarter. Bon, même s'il faut avouer qu'aujourd'hui, la plateforme est plus gangrénée par des pseudo-développeurs stars sur le retour qui vous jouent la mélodie de la nostalgie pour vous soutirer votre pognon. Mais ça, c'est un autre débat. Le début de la fièvre des indés commence donc il y a plus de 5 ans sur le Xbox Live Arcade. La plateforme digitale de la 360 sera le berceau des premiers gros succès indépendants que sont les désormais fameux Braid, Limbo, Super Meat Boy ou encore Castle Crashers. Et Microsoft se frottait tellement les mains que les petits copains n'ont pas résisté à s'inviter à la fête. Ainsi, Steam ouvrait ses portes aux indés, même les plus confidentiels grâce à son fameux Greenlight, et fera du PC la plateforme de référence pour les indés. Sony, quant à eux, débarqueront peu après pour étoffer leur PSN et revaloriser leur abonnement payant qui se voit garni de jeux indés chaque mois. Comme d'habitude, Nintendo est à la traîne, mais il se réveille un peu avec récemment le très sympathique Shovel Knight sorti sur Wii U. Le succès de ces jeux ne s'explique sûrement pas seulement par leur distribution. L'indépendance permet de se défaire du joug des vilains éditeurs et de libérer la créativité des gentils développeurs, souvent frustrés par les contraintes qu'impose un titre AAA. Trop de graphisme réaliste? Tiens, prends du pixel art. Des jeux trop faciles? Mange ta manette sur des jeux bien hardcore. Un gameplay faussement profond qui multiplie les artifices? Tu cours, tu sautes et tu kiffes. Les indés ont proposé une alternative et ils ont trouvé leur cible. Ainsi, les joueurs biberonnés à la plateforme 2D et aux pixels crasseux ont retrouvé cette came qui les dopait à l'adolescence. Pour les plus jeunes, c'est aussi une manière de découvrir un style de jeu un peu plus old school, mais dépoussiéré par des passionnés. Alors évidemment, on ne ferait pas justice aux jeux indépendants si on se contentait de dire que c'est une modernisation du jeu rétro. N'étant plus contraints par les diktats des AAA, certains développeurs sont sortis des sentiers battus pour proposer des expériences plus atypiques, telles que Papers, Please ou plus récemment le méticuleux Her Story. Si ces jeux ne font pas toujours l'unanimité, ils ont le mérite d'enrichir fondamentalement le patrimoine vidéoludique. Ainsi, si ces jeux sont dits indépendants, c'est parce qu'ils le sont dans leur démarche créative. Mais la véritable indépendance, c'est l'indépendance économique. Et c'est là que ça devient intéressant. Je ne vous apprends rien en disant que le jeu vidéo est avant tout une industrie du divertissement certes, mais au même titre que le cinéma, on reste dans un environnement où il y a du pognon en jeu. Car c'est bien beau l'indépendance de vouloir vivre d'amour et de jeux vidéo, mais il y a un moment où il faut bien bouffer. L'aspect économique de la création d'un jeu reste fondamental. On aimerait bien pouvoir vous dire que seule la créativité prime, mais ce n'est clairement pas le cas. Un jeu est fait pour être joué à un moment donné, et si l'on peut rêver de baser son succès uniquement sur le bouche à oreille, il faut déjà bien arriver dans une première oreille. Et au sein de l'industrie du jeu vidéo, les studios dits indépendants sont souvent tout sauf indépendants. Pour mieux comprendre ça, on va se pencher sur la chaîne de valeur de l'industrie du jeu vidéo. Alors la chaîne de valeur. Alors, la chaîne de valeur, c'est une théorie de management étoffée par Michael Porter, qui est un prof de Harvard. Elle permet d'analyser chaque activité d'une entreprise et de déterminer leur importance.
Cette analyse peut aussi se faire au niveau d'une industrie, et ben c'est ce qu'on va faire maintenant. Ah oui. Voilà, bah allez. Voilà donc les 6 entités qui composent la chaîne de valeur d'un jeu vidéo. Il y a d'abord le développeur qui crée le jeu, l'éditeur qui va financer en grande partie ce jeu et assurer tout le marketing qui l'entoure. Il y a ensuite le distributeur, un rôle qui est le plus souvent assumé par l'éditeur pour distribuer le jeu. Vient alors le revendeur qui va acheter puis vendre le jeu à des acheteurs, en gros nous, qui deviennent ensuite des consommateurs du jeu quand on y joue et qu'on pose nos petites impressions sur Sens Critique. Maintenant on va prendre un jeu AAA et on va le mouliner dans cette grille. Allez au hasard, Batman Arkham Knight. Développé par Rocksteady, édité et distribué par Warner Bros, le jeu se retrouve en vente en physique et en digital, donc Carrefour, Fnac, Micromania, Steam, le PSN et j'en passe et des meilleurs. Et enfin, vous l'achetez. Et les PCistes chialent parce que le partage est raté. Prenons maintenant un jeu dit indé qu'on aime beaucoup, Hotline Miami. Développé par Denathan Games, édité et distribué par Devolver Digital. Le jeu ne sort qu'en démat, mais ça fait quand même du Steam, PSN, GOG, Humble. Et enfin, vous l'achetez. Et si c'est pas encore fait, vous finissez cette vidéo et vous allez tout de suite y jouer. Peu de respect quand même. La vraie différence, c'est que dans un gros studio, il y a des investisseurs qui ont des objectifs de rentabilité. Et au final, personne n'est vraiment indépendant. La plupart des indés s'inscrivent dans un circuit tout à fait traditionnel dans sa structure et dépendent d'autres acteurs. Un exemple tout simple est Rocket League. Pas sûr que le jeu ait connu le même succès s'il n'avait pas été mis en avant par Sony sur le PSN Plus le mois de sa sortie. Les entités qui ont du poids aujourd'hui sont les éditeurs et les revendeurs. Car un jeu n'existe que s'il est joué, et c'est au bon vouloir des éditeurs et des revendeurs de le mettre en avant. La promotion d'un jeu, indé ou AAA, est aujourd'hui au moins aussi importante que le jeu lui-même, surtout sur un marché globalisé. Et sous cet angle, les jeux les plus indés seraient peut-être ceux de Nintendo. Par exemple, Splatoon est développé par Nintendo, édité et distribué par Nintendo, vendu en physique dans les enseignes habituelles et en digital sur l'eShop par Nintendo. Et enfin, vous l'achetez. Et si on prend le jeu seulement en digital, Splatoon est indépendant sur toute la chaîne de valeur, maîtrisée par Nintendo. Et même en ce qui concerne la créativité, on ne peut pas vraiment faire de reproches à Big N sur cette nouvelle licence. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que Splatoon est plus indé qu'Hotline Miami. Vous commencez à le comprendre, mais le terme indé ne veut bien dire que ce qu'on veut lui faire dire. Et ce n'est pas pour déplaire aux gros éditeurs. C'est un fait, les jeux indépendants se vendent bien. Les joueurs sont enclins à acheter des jeux moins monumentaux pour peu que le prix soit plus faible et qu'il y ait un semblant de créativité. Et si une bande de jeunes étudiants peut sortir un jeu à succès, il n'y a aucune raison que les monstres de l'édition n'arrivent pas eux aussi à faire des jeux au format indé. C'est de ce postulat que sont partis des éditeurs comme Ubisoft ou Microsoft pour à leur tour s'engouffrer dans la brèche indé. Développé par Ubisoft, Child of Light a tout du petit indé mignon. Jeu de rôle tour par tour un brin poétique, il représentait sûrement pour Ubisoft une manière de tester ce nouveau positionnement. Le jeu a eu un coût de développement minime et a généré une bonne rentabilité, profitant de la force de frappe marketing de l'éditeur français. Bon, quand Ubisoft fait de l'indé, il met quand même quelques millions. Et devant cette réussite, vous imaginez bien que les rigolards habituels ont ramené leur miche. Si Ubisoft rempile avec son Grow Home, Microsoft investit dans Ori and the Blind Forest pour avoir son Metroidvania et soutient le curieux Superhot. Quant à Electronic Arts, on n'aura pas été surpris de les voir derrière le mignon Unravel qui a tout de l'indé à succès. C'est donc la mode du moment. Soit on développe son petit jeu format indé en interne, soit on rachète une licence. Et malgré notre cynisme qui nous démange déjà, on ne pourra pas vraiment cracher sur la qualité des 10 jeux. Il n'y a aucun doute sur le fait que de nombreux jeunes talents travaillent pour ces gros éditeurs, et ils ont toute la légitimité du monde à sortir des jeux moins ambitieux pour compléter leur catalogue sans prendre trop de risques, et faire de l'œil aux joueurs aigris par les AAA. Alors évidemment, on sent bien quelques petites entourlouperies, mais rien de bien méchant. Oui, parce qu'on a bien compris votre petit manège là, hein Ubisoft. Des Assassin's Creed au format indé épisodique, sérieusement vous êtes serein là-dessus? Mais toujours est-il que l'offre des jeux type indé se multiplie et que les joueurs, eux, s'ils étaient avides il y a encore 2 ans, commencent à se lasser de cette fièvre. Le gâteau ne grossit plus, mais de plus en plus de monde veut sa part. Bon, déjà parce que tout ce qui est indé n'est pas forcément bon à prendre. Ce n'est pas parce que c'est fait artisanalement que c'est de la qualité. Combien de clones de Terraria ou de Minecraft apparaissent chaque mois sur le marché, poussés par des jeunes développeurs voulant connaître le succès de Notch, papa du phénomène à briques. Sur Steam, l'offre des jeux indés a complètement explosé. En 2011, c'est 300 jeux qui sortaient sur Steam. Sur le premier semestre 2015, c'est 1500. Et le constat est sans appel. Peu de projets se démarquent des autres, la ferveur du début de la décennie a laissé place à la surabondance et au gâchis.
Jonathan Blow, le créateur de Braid, déclarait il y a peu sur Twitter « Si vous pensez quitter votre job dans une boîte AAA pour devenir un indé, eh bien vous avez probablement loupé le bus il y a 3-4 ans. L'ère de l'indépendance et des succès fulgurants sortis de nulle part serait donc finie. » Et c'est ainsi qu'on comprend l'intérêt des éditeurs comme Devolver Digital. Ces entités permettent de mettre en lumière des projets qui ont du potentiel. Alors bien sûr, certains très bons jeux sortiront malheureusement dans l'anonymat, mais cela permet surtout un écrémage de la daube. Et c'est naturel dans une industrie comme celle du jeu vidéo. Quand il y a un gros phénomène, tout le monde s'y engouffre. Puis après, la sélection naturelle opère et enfin, le marché retrouve une offre saine. Il faut se rendre compte que l'offre de jeux a subi une profonde mutation et que les jeux type indé feront désormais partie intégrante du paysage vidéoludique. Il est même certain que d'autres petits jeux connaîtront le succès, mais grâce à des méthodes plus traditionnelles, c'est-à-dire ce bon vieux marketing. Et ça, Devolver l'a bien compris. En choisissant d'éditer Mother Russia Bleeds, la boîte d'édition américaine illustre bien cette sélection nécessaire de titres qui savent s'inscrire dans le temps et ne ressemblent pas au reste de la foule indé. Des Metroidvania pixelisés, il y en a maintenant toute une tripotée, mais un hommage hémoglobineux à Final Fight, tout de suite ça impressionne, et c'est vendeur. Et en plus c'est des Français bien de chez nous, n'est-ce pas? Pour exister, les indés doivent proposer plus qu'une simple repompe du rétro et apporter un vrai plus, que cela soit en termes artistiques ou au niveau du gameplay. Ou alors ils doivent avoir de la chance. Les voies de la hype sont impénétrables. Comment rester de marbre devant le look ultra stylisé du prochain Cuphead, qui s'il n'est apparemment qu'un boss rush hardcore, propose une patte graphique incroyable? Comment ne pas être hypé par Hater, Dark Souls-like en 3D isométrique et tout paré de pixel art? Et puis cette fièvre des indés aura au moins eu le mérite de mettre en avant une communauté qui place la créativité au centre du jeu. Les Ludum Dare et autres game jam ont maintenant le vent en poupe, et leur production est désormais relayée par les médias spécialisés, voire même complètement spécialisés comme le site IndieMag dédié aux jeux indépendants. Mais les développeurs indépendants se retrouvent aujourd'hui dans la cour des grands et doivent faire face à une concurrence toujours plus rude, faite d'autres indés bien sûr, mais aussi des géants de l'édition. Et dans cette arène, les gagnants seront ceux qui arriveront à se positionner pour exister. Et à une époque où les AAA coûtent aussi cher en marketing qu'en développement, les indés vont devoir suivre cette tendance pour percer un marché déjà saturé. Et d'accepter que des développés en indé, c'est aussi savoir communiquer. Voilà, c'était le 7e épisode de Game Next Door. Merci de nous avoir donné un petit peu de votre temps. Je vous invite à liker, vous abonner, c'est cool aussi. Et vous pouvez commenter pour nous faire des retours, mais surtout partager cette vidéo si elle vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt et cœur sur vos manettes et vos claviers.